Je suis revenu de Tokyo et j'ai trouvé 40 inconnus dans mon appartement, ma famille organisait une baby shower. Ma sœur a ri et a dit, « Oh, je pensais que tu avais déménagé. » Maman a souri d'un air narquois, m'a tendu son manteau, et a murmuré, « Aide juste à servir, d'accord ?» Je n'ai rien dit. Cette nuit-là, j'ai changé les serrures. 2 jours plus tard, il cognait à ma porte, en pleurant. Je suis heureuse de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'à la fin et commentez la ville d'où vous regardez pour que je puisse voir jusqu'où mon histoire a atteint. Je m'appelle Clara Durand, et de partout où vous regardez ceci, dites-le moi dans les commentaires. Avez-vous déjà eu l'impression de rentrer chez vous et de vous sentir comme un fantôme dans votre propre vie? J'ai déverrouillé ma porte d'entrée après un vol de 13 heures depuis Tokyo et suis entré directement dans une baby shower. Des ballons partout, des confettis, des tout petits qui crient, une inconnue m'a tendu un œuf mimosa, j'ai laissé tomber ma valise. 40 personnes que je ne connaissais pas étaient entassées dans mon appartement, comme si c'était une foutue salle de location. Et puis je l'ai vue, ma sœur, enceinte de 7 mois, pieds nus sur mon canapé blanc, ouvrant des cadeaux comme si c'était son trône. Elle a levé les yeux, a cligné une fois et a ri, « Oh » a-t-elle dit, son visage s'illuminant comme si j'étais une cousine perdue de vue, « Je pensais que tu avais déménagé. » Je n'ai pas dit un mot. Mes yeux ont parcouru la pièce. Mes étagères à livres avaient disparu, mes plantes mouraient, mes plats étaient passés comme des plateaux de fête. C'est à ce moment-là que ma mère s'est approchée. Elle n'a même pas dit bonjour. Elle a juste souri de ce petit sourire serré qu'elle a quand elle fait quelque chose de cruel qu'elle pense que vous ne remarquerez pas. Elle a enlevé son manteau et me l'a tendu comme si j'étais l'employé de maison. Aide juste à servir, d'accord, a-t-elle murmuré. Ne gâche pas la journée de ta sœur. C'est le murmure qui m'a tué, comme si j'étais un problème à gérer. J'ai pris le manteau, l'ai accroché. Puis je me suis retourné dans ma chambre, celle qu'ils avaient transformée en débarras à couches, et j'ai fermé la porte. Je me suis assise sur le bord du sommier dénudé et j'ai fixé le sol pendant que 50 mètres plus loin, il trinquait à une nouvelle vie et piétinait la mienne comme si elle ne valait rien. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Cette nuit-là, après qu'ils soient tous partis et que l'appartement sentait la lotion pour bébé et le vin éventé, j'ai changé les serrures. 2 jours plus tard, ils sont revenus. Cette fois, ils cognaient, criaient, pleuraient parce que les serrures n'étaient pas la seule chose que j'avais changée, et ce qu'ils avaient perdu, ils ne le retrouveraient jamais. Vous voulez savoir le pire? Ce n'était même pas du choc sur leur visage quand ils m'ont vu. C'était de l'inconvénient. Comme, pourquoi Clara est-elle ici? Ne sait-elle pas que nous sommes passés à autre chose? Passés à autre chose de moi, dans ma propre maison. L'appartement était à moi, légalement. Je payais le bail, les charges, le Wi-Fi, tout. Même depuis Tokyo, j'avais continué à le faire. J'avais dit à ma famille de se sentir libre de surveiller pendant que je travaillais à l'étranger pendant quelques mois. Ma sœur pleurait d'être enceinte et mal à l'aise, maman a dit que ce ne serait que pour un petit moment. Je leur ai fait confiance, follement. Mais je n'étais pas préparé à ce qu'ils m'effacent complètement du tableau. Le lendemain matin, j'ai parcouru chaque centimètre carré de ma maison. Chaque tiroir était rempli de choses de bébé, mon placard rempli de leurs affaires, mes livres donnés, mes vieux journaux intimes jetés dans un sac poubelle près de la porte d'entrée avec un post-it collé dessus disant « déchiqueté ». Il n'y avait plus de place pour moi. Alors j'ai fait de la place. Avec un feu dans ma poitrine et de la clarté dans mes os. J'ai appelé mon propriétaire en premier. J'ai demandé si quelqu'un avait soumis un sous-bail ou un changement de locataire. Il a dit non. J'étais toujours la seule locataire. Parfait. Puis j'ai demandé mes droits légaux en matière de réentrée. Il a dit, tant que vous êtes le titulaire du bail et que le loyer est payé, vous pouvez changer les serrures à tout moment. Alors j'ai fait ça. Cette nuit-là, j'ai mis en carton chaque décoration rose, chaque chauffe-biberon, chaque fausse plante qu'ils avaient apportée. J'ai tout empilé soigneusement dans le couloir devant ma porte. Puis j'ai posé une limite que j'aurais dû établir il y a des années. J'ai envoyé un seul message au groupe de discussion familiale, l'appartement n'est plus disponible. Veuillez récupérer vos affaires dans le couloir. Ne rentrez pas. Je suis sérieuse. Mon téléphone s'est illuminé comme un sapin de Noël. 36 messages en moins d'1 minute. Clara WTF? Où est le sac de maman? Tu plaisantes? Ta sœur est enceinte. Ne sois pas cruel.
Et puis, enfin, ma mère, je t'ai mieux élevé que ça. Celle-ci m'a fait rire aux éclats. 2 jours plus tard, ils se sont présentés. Les coups sont devenus des coups violents. Les coups violents sont devenus des sanglots. Ils ne demandaient pas pardon. Ils suppliaient d'avoir accès. Mais ce qu'ils voulaient vraiment, c'était le contrôle, et j'en avais assez d'être leur paillasson. Ils ont campé dans le couloir comme des squatteurs. Je les ai regardés par le Judas. Maman avec ses perles et son pantalon bien repassé, tenant son sac à main comme une offrande de paix. Ma sœur appuyée contre le mur, s'éventant dramatiquement, son fiancé lui frottant le dos comme si elle était la victime. Je n'ai pas ouvert la porte. Au lieu de cela, j'ai mis mes écouteurs, me suis versé du thé dans la seule tasse restante qu'ils n'avaient pas donnée, et je les ai laissés dans leur silence. Ils sont restés des heures. Finalement, j'ai reçu un message de ma cousine Rachel, la seule de la famille avec une colonne vertébrale. Elle a dit, « Ça va ? Ils racontent à tout le monde que tu as perdu la tête. Ils disent que Tokyo t'a changé, que tu es sous quelque chose. » J'ai failli laisser tomber mon téléphone. Alors maintenant j'étais l'instable. Typique. Le lendemain, mon téléphone a sonné. C'était mon oncle Grégoire, un avocat qui n'appelle jamais que quand quelqu'un est mort ou quand quelqu'un poursuit en justice. Il a commencé par « Clara, ta mère est très blessée, ne peux-tu pas être un peu plus compréhensive ?» J'ai fermé les yeux. « Oncle Grégoire, dis-je, il dit qu'ils avaient organisé une baby shower avec 40 inconnus dans mon appartement pendant que j'étais à l'étranger, qu'ils ont jeté mes journaux, qu'ils ont ri quand je suis entré ?» Il y eut une longue pause. Puis, eh bien, la famille fait des erreurs. Et il y avait ce vieil hymne empoisonné, la famille fait des erreurs, la famille signifie le pardon, la famille d'abord. Mais personne ne m'a jamais demandé ce dont j'avais besoin. Personne n'a demandé pourquoi j'étais parti à Tokyo en premier lieu. Je ne suis pas parti à cause d'un travail. Je suis parti parce que j'en avais assez d'être traité comme une choriste dans leur opéra interminable de chaos. Je suis parti parce qu'à chaque fois que ma sœur pleurait, mes besoins étaient relégués dans un tiroir, parce que j'étais la forte, l'intelligente, celle qui ne se plaint pas. Mais je me plaignais. Je me plaignais beaucoup. Alors cette nuit-là, j'ai pris une décision. Pas seulement pour les tenir à l'extérieur, mais pour récupérer ce qu'ils m'avaient pris. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai réservé une équipe de nettoyage, un serrurier, une entreprise de meubles. Et enfin, j'ai sorti la vieille enveloppe avec le chèque que je n'avais jamais encaissé, l'héritage que mon père m'avait laissé, celui dont maman avait dit que je ne saurais pas l'utiliser sagement. C'est drôle, ce que j'ai fait ensuite a été très sage. Je n'avais jamais touché cet argent après le décès de papa. Il nous avait laissé quelque chose à chacun. Ma sœur a eu la voiture, ma mère la maison, et j'ai eu un chèque de banque de 48 000 € scellé dans une enveloppe avec mon nom écrit dans ses lettres capitales nettes. Je me souviens l'avoir tenu aux funérailles pendant que tout le monde me passait des mouchoirs et de la pitié. Maman s'est penchée et a murmuré, « Range ça. Tu ne vas pas le dilapider en voyage ou en un appartement en ville, n'est-ce pas ?» J'avais 26 ans, et à ce moment-là, j'ai su que peu importe mon âge, elle me verrait toujours comme celle qui avait besoin d'être gérée, dirigée. Alors j'ai mis l'enveloppe dans un coffre-fort et j'ai attendu. Maintenant, je savais exactement quoi faire. Au lever du soleil, l'équipe de nettoyage avait retiré toute trace de la baby shower de mon appartement. Les confettis dans les bouches d'aération, les marques sur les murs, même les empreintes de mains roses sur le réfrigérateur, tout avait disparu. J'ai remplacé le canapé, le tapis et toute la vaisselle qu'ils avaient donnée. J'ai raccroché mon art, mis des draps frais sur mon lit, allumé la bougie au jasmin que je brûlais tous les dimanches avant qu'ils ne transforment ma maison en crèche. Puis j'ai appelé un agent immobilier. Pas pour partir, mais pour acheter. J'avais toujours loué parce que ma mère m'avait inculqué que je n'étais pas prête à être propriétaire. Mais ce chèque était ma clé. Et le meilleur, c'est que la propriété juste en dessous de la mienne, tout l'étage, venait d'être mise en vente. Un peu cher, oui, mais j'avais des économies. Le chèque couvrirait le reste. Il avait 2 entrées, 3 chambres, et c'était parfait. J'ai signé les documents dans les 24 heures. J'ai emménagé discrètement le lendemain. Je n'ai rien dit à personne. Puis j'ai fait mettre en location mon unité supérieure, mon appartement d'origine, en tant que location d'entreprise à court terme. Des règles strictes. 4 800 € par mois, non négociables. En quelques jours,
une société de biotechnologie l'a loué pour ses cadres en visite. Et juste comme ça, la maison qu'ils avaient investie est devenue une propriété qu'ils ne pourraient plus jamais toucher. Mais je n'avais pas fini. Parce que le coût final, ce n'était pas l'argent. Il s'agissait de leur rappeler exactement qui ils avaient sous-estimé. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel de ma sœur. Numéro masqué. J'ai laissé sonner. 1 minute plus tard, j'ai reçu un message vocal. Sa voix tremblait d'une douceur fabriquée. Salut Dani, je me demandais juste si on pouvait passer quelques heures. On a laissé le couffin et quelques cadeaux. Maman a dit que tu comprendrais. Comprendre? J'ai regardé mon téléphone comme si c'était une bombe. Comprendre quoi? Qu'ils ont volé mon espace, jeté ma vie, puis s'attendaient à ce que j'agisse comme une concierge d'hôtel? Mais je ne l'ai pas bloqué. Je voulais qu'ils ressentent ce silence, ce vide qu'ils avaient créé. Aucune explication, aucune dispute, juste de la distance. 1 semaine a passé. Puis j'ai reçu une notification d'événement Facebook. Baby brunch, organisé par la famille Durand. Même titre, même stupide bannière rose. Mais maintenant, c'était chez ma mère. Bien. J'ai cliqué sur « Ne participe pas ». Et c'est là que cela a vraiment commencé, l'effondrement. D'abord, la société de location de mon immeuble a appelé « Bonjour Madame Durand, nous avons reçu une plainte pour tapage à propos de personnes qui traînent dans votre couloir. » Je savais déjà. J'ai regardé les images de la caméra du couloir de mon immeuble. Ils étaient là, ma mère, ma sœur, son fiancé, debout devant mon ancienne porte, maintenant louée à un cadre d'une société du CAC 40 qui n'était certainement pas à la maison. Il hurlait, ne frappait même pas, il hurlait. Elle ne peut pas faire ça. On a construit cet appartement. Ouvrez cette porte tout de suite, Clara. J'ai appelé la sécurité, je leur ai envoyé les images, j'ai déposé une plainte pour harcèlement. Puis j'ai envoyé un dernier message au groupe, si vous vous présentez à nouveau chez moi, quel que soit l'étage ou la porte, je déposerai une demande d'ordonnance de restriction. Ce n'est plus un avertissement. Cette fois, personne n'a répondu. Mais Rachel m'a appelé, doucement, prudemment. Dani, a-t-elle dit, tu dois savoir quelque chose. Maman dit à tout le monde que tu l'as volé, que l'appartement était à son nom. Je n'ai même pas scié. Parce que j'avais les reçus. Le bail, les paiements, les horodatage. Et maintenant l'acte de propriété de l'unité en dessous. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais un dernier coup à jouer. Une frappe silencieuse, le genre que vous n'entendez pas venir avant qu'elle ne soit déjà terminée. L'idée m'est venue à 2h14 du matin. Le genre d'idée qui se glisse entre vos côtes et se niche derrière vos poumons. Froide, nette, finale. Ils voulaient mon espace, ma paix, mon silence. Alors je leur ai donné les 3, et je les ai fait regarder. Le lendemain matin, j'ai contacté une entreprise de design d'intérieur local. Luxe, service complet, discrète. Je les ai fait aménager mon ancien appartement, celui maintenant loué à la firme de biotechnologie, pour une séance photo. De luxueux fauteuils en velours, des œuvres d'art encadrées d'or, des livres d'Audrey Lorde et de Maya Angelou arrangés comme des hôtels sur la table basse. Une petite carte sur la console d'entrée indiquant « Bienvenue dans votre sanctuaire. Vous êtes en sécurité ici. » Puis j'ai posté les images sur Instagram avec une seule légende, elle a récupéré son espace et n'a jamais regardé en arrière. Pas de tag, pas de localisation. Mais maman me suit sous un faux nom, Mamie Géniale 1956, comme si je ne le savais pas. Il a fallu 46 minutes pour que le premier message texte arrive. Maman, c'est chez toi? Tu le loues comme un hôtel après tout ce qu'on a fait? Puis est venu, sœur, tu profites sérieusement de l'appartement qu'on a rendu beau. Je l'ai laissé lu. Je n'avais pas fini. La même semaine, j'ai fait don de tout ce qu'ils avaient laissé derrière eux. La balançoire pour bébé, les cadeaux non ouverts, même l'arche de ballon personnalisée qu'ils avaient payé des centaines d'euros, tout est allé à un refuge local pour femmes. J'ai envoyé le reçu fiscal à l'email de ma mère avec l'objet « En votre nom ». Puis le silence. Pour une fois, un silence réel, amer. Pas de coup à la porte, pas de fausses excuses, juste le bruit d'une famille réalisant que sa prise avait glissé pour de bon. Mais ce qui les a brisés, c'est la fête. Parce que 2 semaines plus tard, j'ai organisé une pendaison de crémaillère. Élégante, simple. Seulement 15 invités.
Des gens qui me connaissaient, qui ne m'ont jamais demandé de me faire petite, de servir ou de disparaître. Il y avait du vin, il y avait du jazz, et il y avait de la joie. Le genre de joie tranquille et invendable. À 21h34, le gérant de mon immeuble m'a envoyé un message: « Salut Madame Durand, cette femme dont vous nous avez parlé a essayé de monter à nouveau. Elle a dit qu'elle était invitée. » Je leur ai dit de partir. J'ai répondu « Merci ». Il ne l'était pas, puis j'ai levé mon verre vers l'horizon et j'ai trinqué à la puissance d'être complètement inaccessible. 3 semaines sont passées. J'ai dormi comme une pierre. Pas parce que tout était parfait, mais parce que pour une fois, personne ne volait ma paix juste parce qu'il faisait plus de bruit. J'ai arrêté de sursauter quand j'entendais l'ascenseur, d'être tendu quand un coup de poing résonnait dans le couloir. Je possédais ce silence maintenant, comme un terrain. Mais je connaissais ma mère, et je savais que le silence de sa part ne signifiait pas la reddition. Cela signifiait qu'elle tramait quelque chose. Et bien sûr, un après-midi, j'ai reçu une lettre par la poste. Épaisse enveloppe, pas d'adresse d'expéditeur. À l'intérieur, un avis dactylographié, imprimé sur du faux papier à en-tête légale, exigeant la libération immédiate des affaires de la famille Durand, suivi d'une liste d'articles que j'avais déjà donnés au refuge pour femmes. Ils ont vraiment essayé de me signifier un faux avis d'expulsion pour un appartement qui m'appartenait. C'est le moment où j'ai senti quelque chose d'étrange monter dans ma poitrine. Pas de la rage, pas du chagrin. De la pitié. Il s'accrochait au fantôme du contrôle. Mais les serrures avaient changé, et moi aussi. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai transmis la lettre à mon avocate, qui m'avait aidé à finaliser la nouvelle structure légale que j'avais mise en place pour l'unité de location. L'appartement était maintenant sa propre entreprise, protégé légalement, financièrement détaché de moi. Donc, même s'ils essayaient de créer des problèmes avec la société de location, mon nom n'apparaîtrait même pas. Le dimanche suivant, j'ai fait quelque chose d'impensable. J'ai conduit jusqu'à la maison de ma mère. Pas pour la voir. Pour déposer quelque chose. J'ai laissé une boîte sur son perron. À l'intérieur, la seule chose que je n'avais pas jetée, le livre d'or rose de la Baby Shower. Mais j'avais fait un petit changement. J'avais fait relier les pages en cuir noir. Sur la première page intérieure, j'ai écrit: « Pour chaque fois que tu as essayé de m'effacer de ma propre vie, voici un souvenir du dernier jour où tu as réussi. » Je n'ai jamais frappé. Je n'ai jamais sonné. Je l'ai juste laissé là, comme des cendres. Au moment où je suis rentré dans mon immeuble, le responsable de la réception m'a fait signe. « Salut Madame Durand, cette femme dont vous nous avez prévenu s'est encore présentée. » Bien sûr. Il a montré les images de la caméra. Elle était là, ma mère, debout devant l'ascenseur, tenant le livre d'or comme s'il brûlait dans ses mains. Elle n'a pas demandé à monter cette fois-ci. Elle est juste restée là, fixant la caméra de sécurité, les yeux vitreux, la bouche tremblante. Puis elle s'est retournée et est sortie par la porte d'entrée. Pas de crise de colère, pas de scène. Juste partie. Et c'est là que j'ai su que c'était fini. Elle a réalisé que les serrures ne pouvaient pas être forcées. La fille qu'elle avait l'habitude de commander n'y vivait plus. Seule la femme qui avait reconstruit les ruines en quelque chose de sacré. Cette nuit-là, je me suis tenu sur mon balcon, les lumières de la ville scintillant comme un applaudissement silencieux en dessous de moi, et j'ai murmuré: « C'est à moi maintenant. » Je n'ai rien posté pendant un moment. Pas de légende passive-agressive. Pas d'histoire critique. Juste le calme et la liberté. Les gens disent toujours que la conclusion est une conversation, un moment où l'autre personne voit enfin votre point de vue, s'excuse, change. Mais j'ai appris quelque chose de bien plus froid, de plus honnête. La conclusion n'est pas toujours accordée. Parfois, on la construit avec les briques qu'ils vous ont jetées. Ce printemps-là, j'ai organisé mon premier brunch d'appréciation des locataires dans l'unité du dessous. Celle que ma famille traitait comme leur salle d'événements gratuite. Maintenant, elle abritait une jeune femme nommée Alice et son jeune fils. Elle a pleuré quand elle a signé le bail, a dit que c'était le premier endroit qu'elle avait jamais eu à son nom. Pas de petite amie, pas de belle-mère, juste à elle. Je l'ai regardée essuyer ses larmes et j'ai souri, parce qu'en quelque sorte, c'était moi il y a des années, juste 100 personnes pour me tendre une clé. Quand je lui ai fait visiter l'espace, je lui ai montré le rebord de fenêtre sur lequel j'avais l'habitude de m'asseoir quand j'étais plus jeune, quand ma famille se disputait et que je disparaissais dans les livres. Elle l'a touché et a dit: « On se sent en sécurité ici. »
Et j'ai juste hoché la tête. Bien. C'est le but. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un dernier message de ma sœur. C'était une photo d'elle devant la vieille maison de notre mère. Légende, devinez qui emménage. Puis, passe nous voir si tu veux voir ta nièce un jour. Elle demande de tes nouvelles. Pendant une fraction de seconde, mon cœur s'est serré. Pas parce qu'elle me manquait, mais parce qu'une partie de moi voulait toujours manquer. Mais puis j'ai regardé autour de moi. Mon espace, mes murs, mes règles, ma paix. Et j'ai réalisé quelque chose. Le pardon n'est pas une invitation. C'est une libération. Je pouvais la pardonner et ne plus jamais franchir cette porte. Je pouvais aimer le souvenir de qui nous étions autrefois et quand même protéger la femme pour laquelle j'avais lutté si dur pour devenir. Alors j'ai répondu, dis-lui que Tati lui fait un gros câlin, et qu'elle est toujours dans mon cœur. C'est suffisant. Puis j'ai bloqué le numéro. Pas par haine, mais par guérison. Je me suis tenu pieds nus dans ma cuisine, celle où j'avais autrefois pleuré, ri et failli abandonner, et j'ai versé un verre de jus d'orange froid. Dehors, le soleil se levait. La lumière entrait comme une miséricorde. Je me suis appuyé contre le comptoir et j'ai pris une gorgée, les yeux fermés, n'écoutant rien d'autre que ma propre respiration. Et dans ce doux silence, je l'ai entendu.